Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de rémunération et partage de la valeur. Où en est-on? Ce sera dans quelques instants avec Vincent Roche, associé au sein du cabinet Fidere Avocat. On parlera ensuite des saisies pénales et de l'Agrasc avec Mathieu I, avocat associé au sein d'Orcade Avocat. Et enfin, on parlera de Pop-Up Store, boutique éphémère. Quelle convention établir avec Stéphane Ingold, associé au sein de Gouache Avocat? Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. Rémunération et partage de la valeur, où en est-on? On en parle tout de suite avec mon invité Vincent Roche, associé au sein du cabinet Fidere Avocat. Vincent, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les actualités dans le domaine du partage de la valeur? Alors ces actualités sont extrêmement nombreuses puisque depuis maintenant quelques années en France, on a à peu près un texte par an sur le sujet du partage de la valeur. Le dernier texte en date, c'est la loi du 29 novembre 2023, donc qui date déjà d'il y a quelques mois, qui transpose l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur dans l'entreprise, avec ensuite tous les décrets d'application qui ont été pris par la suite. Cette loi contient tout un éventail de mesures. La plus emblématique, c'est probablement celle qui porte sur les bénéfices exceptionnels dans les entreprises d'au moins 50 salariés. On trouve d'autres mesures originales, parmi lesquelles l'obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place un dispositif de partage de la valeur à partir d'un certain niveau de bénéfice. Une autre mesure originale, c'est la possibilité pour les petites entreprises de déroger à la formule légale de participation dans un sens moins favorable. Et puis enfin, on a des mesures totalement nouvelles, comme par exemple le nouveau plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Vous avez évoqué tout à l'heure les bénéfices exceptionnels. Que doivent faire les entreprises en la matière? Alors, les entreprises d'au moins 50 salariés, qui sont par ailleurs dotées d'un délégué syndical, doivent négocier sur deux choses. La première, c'est la définition de ce que constitue pour elles un bénéfice exceptionnel. Et la deuxième, il s'agit de définir les conséquences qui en résultent pour les salariés lorsque ce bénéfice exceptionnel est atteint. Alors sur la définition du bénéfice exceptionnel, la loi donne plusieurs critères qui sont somme toute assez classiques. La taille de l'entreprise, le secteur d'activité et évidemment le niveau de bénéfice qui a été atteint au cours des exercices précédents. Toute la difficulté en fait pour les entreprises, c'est de trouver le bon curseur parce que le texte parle de bénéfices exceptionnels. On ne parle pas de bénéfices bons, on ne parle pas de bénéfices satisfaisants, mais véritablement exceptionnels. Exceptionnel, ça veut dire quoi exactement? Qui est censé ne quasiment jamais se produire. C'est toute la difficulté de l'exercice. Donc il faut prendre du recul sur les derniers exercices, peut-être sur un panel de 3, 4, 5, éventuellement 10 exercices pour que ça soit le plus représentatif possible. Et ensuite, sur le deuxième point, donc les entreprises doivent définir les conséquences qui en résultent pour les salariés lorsque ce bénéfice est atteint. Et là, le texte laisse finalement beaucoup de liberté, puisque les entreprises peuvent décider de mettre en place un supplément d'intéressement, un supplément de participation, ou alors prendre un engagement un petit peu plus mou, qui est simplement de dire si on atteint ce bénéfice exceptionnel, alors on s'engage à ouvrir une négociation à ce moment-là sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Que se passe-t-il pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations? Alors, pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations, le texte ne prévoit pas de sanctions. C'est pas là, voilà, ça arrive dans d'autres domaines, mais là, il n'y a pas de sanctions spécifiques. Après, on peut tout à fait imaginer qu'un inspecteur du travail écrive, par exemple, à l'entreprise, lui notifie des observations, la mette en demeure d'avoir à respecter ses obligations. On peut aussi imaginer qu'une administration qui reçoive un accord d'intéressement ou de participation de l'entreprise après son dépôt notifie des observations en disant « écoutez, on ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas évoqué la question des bénéfices exceptionnels ». On peut aussi imaginer que des salariés se lancent dans un contentieux, par exemple devant le conseil de prud'homme, sur une perte de chance de n'avoir pas pu profiter des fruits du bénéfice exceptionnel. Et enfin, si aucune entreprise ne respecte ses obligations, on peut imaginer que le législateur durcisse le dispositif
et mettent en place de véritables sanctions, comme par exemple des pénalités financières, ce qu'on voit dans d'autres domaines, par exemple la pénalité financière de 1% de la masse salariale en matière d'égalité professionnelle. En définitive, comment les entreprises s'approprient-elles cette notion de bénéfice exceptionnel? Alors, les entreprises avaient normalement jusqu'au 30 juin 2024 pour négocier, pour ouvrir une négociation sur les bénéfices exceptionnels. Beaucoup n'ont pas respecté, enfin certains d'entre elles n'ont pas respecté cette échéance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait cette première échéance au 30 juin 2024, mais l'obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels est une obligation récurrente, qui renaît à chaque fois que l'entreprise renégocie son accord d'intéressement ou de participation. Une fois qu'on a dit ça, les entreprises qui se sont emparées du sujet et qui ont réfléchi à la définition du bénéfice exceptionnel, elles se sont d'abord penchées sur une certaine période en se référant à 3, 4, 5, parfois même 10 exercices. Ensuite, sur le pourcentage d'augmentation du bénéfice, il est très variable. Dans certaines entreprises, j'ai pu voir par exemple que le bénéfice exceptionnel, c'était 5% de plus que le bénéfice réalisé au cours de l'exercice précédent. Dans d'autres secteurs d'activité, ça peut être beaucoup plus important, ça peut être 20, 30, 50%. Donc ça dépend beaucoup des entreprises, de la qualité du dialogue social, de la structure économique et financière de la société. Et de la taille de l'entreprise. Voilà, de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité. Il y a tout un éventail de paramètres dont il faut tenir compte. J'évoque la taille de l'entreprise. Est-ce que les petites entreprises sont concernées par ce système? Alors, les petites entreprises, donc celles de moins de 50 salariés, ne sont pas directement concernées par la négociation sur les bénéfices exceptionnels. En revanche, et c'est assez original, le texte impose une nouvelle obligation aux entreprises de moins de 50 salariés. Pourquoi c'est original? Parce que normalement, dans les plus petites entreprises, le partage de la valeur est complètement facultatif. Et là, pour la première fois, les entreprises de moins de 50 salariés qui atteignent un bénéfice d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires sur les 3 exercices précédents auront l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Ça peut être un intéressement, ça peut être une participation, un abondement sur le plan d'épargne, etc. Et cette obligation va s'appliquer pour la première fois à compter du 1er janvier prochain, du 1er janvier 2025, en se référant aux exercices 2022, 2023 et 2024. Et on peut penser que finalement ça va concerner beaucoup d'entreprises de moins de 50 salariés, parce que la condition, elle est fixée à un bénéfice d'au moins 1% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas un objectif assez faible, extrêmement ambitieux, c'est quand même assez faible. Donc normalement, ça devrait finalement concerner beaucoup d'entreprises. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On poursuit ce Lex Inside et on va parler des saisies pénales et de l'Agrasc avec mon invité Mathieu I, associé au sein du cabinet Orcade Avocat. Mathieu, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, qu'est-ce qu'une saisie pénale? Les saisies pénales, alors il y en a de plusieurs sortes d'abord, mais c'est vrai que celle qu'on connaît habituellement, c'est la saisie à vocation probatoire. Vous savez, c'est l'arme du crime, le couteau qu'on va récupérer à la fois pour procéder aux investigations, pour que la vérité se manifeste, et puis pour présenter peut-être cette arme du crime au juge le jour du procès. Et puis depuis une quinzaine d'années, vous avez un autre type de saisie qui s'est énormément développé, qui s'appelle les saisies patrimoniales. Les saisies patrimoniales, là, c'est pour taper au portefeuille des prévenus, des condamnés. Donc cette fois-ci, on va saisir des biens qui vous appartiennent, qui n'ont pas forcément de lien avec l'affaire, votre bien immobilier, votre compte bancaire, et puis on va les saisir en vue d'assurer l'exécution de la peine de confiscation dans l'hypothèse où vous seriez condamné et dans l'hypothèse où vous seriez condamné à la peine de confiscation. Et donc c'est pour éviter que vous organisiez en quelque sorte votre insolvabilité entre le début de la procédure, vous savez que les procédures pénales sont très longues, hein, donc entre le début de la procédure et puis le moment où vous allez être jugé. Alors, on en sait plus sur les saisies pénales, mais quel est le rôle de l'avocat en matière de confiscation? D'abord, l'avocat qui s'occupe des saisies pénales, c'est l'avocat pénaliste. Donc, en général, c'est celui qui s'occupe de tout le reste du dossier. C'est pas fréquent, sauf dans les très gros dossiers, qu'il y ait un avocat dédié aux saisies pénales. Donc, l'avocat pénaliste va s'occuper de tout, dont les saisies pénales.
Et il y a deux particularités, je trouve, par rapport au rôle de l'avocat pénaliste. La première, c'est qu'on intervient vraiment tout au long de la procédure, très très tôt dans la procédure, parce que bien souvent, désormais, la première chose qui arrive dans une procédure pénale, c'est la saisie. Donc vous avez des gens qui se réveillent un beau matin, leur compte bancaire a été siphonné, ils ne savent même pas qu'ils sont mis en cause dans une procédure pénale, ils n'ont même pas été placés en garde à vue, ils n'ont pas été convoqués, rien du tout, et ils apprennent l'existence d'une procédure pénale à leur encontre par la saisie. Donc on intervient très tôt pour faire appel des ordonnances de saisie pénale, pour solliciter des restitutions devant le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction. Ensuite, il y a toute la phase de jugement. Bon, là, évidemment, c'est assez classique. Et puis, il y a aussi une phase post-sententielle qui est très importante en matière de saisie pénale, qui correspond à l'exécution des peines. Et là où certains avocats pénalistes interviennent moins, en matière de saisie pénale, on intervient énormément parce qu'il y a des voies de recours pour remettre en cause, y compris des confiscations définitives. Et puis, l'autre grande particularité, c'est que là où l'avocat pénaliste défend la partie civile, d'un côté, le prévenu de l'autre, il y a une troisième catégorie de personnes en matière de saisie pénale qui sont les tiers propriétaires pour lesquels on peut intervenir devant les juridictions. On ne leur reproche rien, ils ne sont victimes de rien, mais un de leurs biens a été confisqué. Alors le cas typique, c'est si vous êtes propriétaire avec vos 3 frères et sœurs d'un bien immobilier et que vous êtes le seul mis en cause. Bien sûr, vous, il va falloir vous défendre, mais il va falloir aussi défendre vos 3 frères et sœurs qui ont des droits dans le bien qui a été saisi. C'est difficile de récupérer un bien ? Aujourd'hui, les taux de réussite, de manière générale, sont plutôt favorables à la défense. Ça veut dire que, selon l'Agrasc, sur 100 biens qui sont saisis, vous en avez plus de 50 qui sont restitués. Donc, au final, l'histoire pour les prévenus, y compris quand ils sont condamnés, se termine plutôt bien que mal. Vous venez d'évoquer l'Agrasc, un acteur important en matière de saisie et confiscation des biens. Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? D'abord, l'acronyme Agrasc, ça signifie Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Quand on a dit ça, en fait, on a tout dit. En fait, ils s'occupent des saisies et des confiscations. Au stade de la saisie, ils peuvent gérer certains types de saisies, notamment les saisies immobilières. Ce sont eux qui demandent au service de la publicité foncière d'inscrire la saisie sur la fiche immeuble pour prévenir en quelque sorte tous les notaires de France qu'il n'est pas question de procéder à la vente du bien. Ce sont également eux qui récupèrent l'argent ou les crypto-monnaies qui sont saisies. Donc ils ont des comptes ou des wallets, s'agissant des crypto-monnaies, à la Caisse des dépôts et consignations. C'est eux qui s'occupent de ça. Et puis au stade de la confiscation, en fait, ils remplacent le parquet. C'est le parquet qui est censé faire exécuter les peines. Eh bien là, c'est l'Agrasc qui s'occupe de l'exécution des peines de confiscation, de certaines des peines de confiscation. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre Arnaud. plateau. On continue ce Lex Inside et on va parler boutique éphémère, pop-up store. Quelle convention établir avec mon invité Stéphane Ingold, associé au sein du cabinet Gouache Avocat. Stéphane, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer cet échange sur les boutiques éphémères, pourquoi le bail commercial classique n'est-il pas adapté au pop-up store? Bien, le fameux 3-6-9 oblige aux parties de respecter une durée minimum. 9 ans pour le bailleur, 3 ans pour le preneur. Il n'est donc pas adapté à ce concept de pop-up store qui est un concept de boutique éphémère, dont l'objectif est de promouvoir un produit, de tester un nouveau concept ou de réaliser une opération marketing. Quelles sont les principales options contractuelles pour un pop-up store? Elles sont nombreuses. Alors, quelques options. Le bail dérogatoire, le contrat de prestation de service, la convention d'occupation précaire, le contrat de location saisonnière ou le contrat de sous-location, ou enfin l'autorisation d'occupation du domaine public. Vous avez évoqué le bail dérogatoire. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et quels sont les avantages pour un commerce éphémère? Alors, le bail dérogatoire est souvent appelé le bail précaire ou de courte durée. Son dispositif est organisé par les dispositions du Code de commerce. C'est l'article L145.5
qui le définit. L'intérêt de ce bail, qui est donc dérogatoire au statut des baux commerciaux, c'est qu'il propose une durée courte. Il donne la possibilité aux parties de conclure plusieurs contrats successifs dans la limite d'une durée de 3 ans. Il offre une certaine souplesse puisque les parties vont pouvoir le dénoncer à tout moment en respectant un préavis. Alors, on sait mieux ce qu'est un bail dérogatoire, mais quels sont les risques liés à l'utilisation de ce bail dérogatoire dans le cadre d'un pop-up store? Eh bien, si les parties le laissent filer au-delà de son terme, eh bien, ce bail dérogatoire se transformera automatiquement en un bail commercial soumis donc au statut des baux commerciaux. Et donc, il est important que les parties soient extrêmement bien organisées et le dénoncent avant son terme. Le risque pour le preneur, c'est de se voir retrouver, de se trouver dans une situation d'un bail commercial. Ça veut dire qu'il sera tenu de payer son loyer jusqu'à la prochaine échéance triennale. Et le risque pour le bailleur, c'est que pour retrouver la jouissance des lieux, il sera tenu de verser une indemnité d'éviction à son preneur. Il convient donc d'être extrêmement bien organisé pour dénoncer la convention avant son terme. Alors, un autre point important de la convention d'occupation précaire, en quoi cela consiste-t-il et dans quel cas c'est particulièrement adapté? Alors, cette convention est également organisée par le Code de commerce, c'est l'article L145-1 du Code de commerce qui l'organise. La principale caractéristique de cette convention est la suivante. L'occupation doit être autorisée à raison de circonstances particulières indépendante de la volonté des parties. Alors, autrement dit, cette convention dépend d'un motif de précarité, un fait, un acte, étranger à la volonté des parties. Et la durée de cette convention dépendra donc de ce motif de précarité. Alors, on vient de voir les caractéristiques de cette convention d'occupation précaire. Quelles sont les précautions à prendre lors de la rédaction d'une telle convention? Eh bien, il s'agit de caractériser ce motif de précarité dont je viens de parler. Et il s'agit de justifier des circonstances particulières. Et celles-ci doivent être existantes et réelles. Cette notion d'ailleurs de circonstances particulières n'est pas bien exprimée par les textes, et donc le rédacteur doit apporter un soin particulier dans la rédaction de cette notion. Alors, évoquons un autre dispositif, c'est le cas du contrat de mise à disposition de prestations de services. Pouvez-vous nous en parler et quels sont ses avantages et ses limites? Alors, ce contrat est intéressant. Alors d'abord, peut-être un petit mot. Ce contrat est régi par les dispositions du Code civil, contrairement aux deux autres contrats dont je viens de vous parler. Et il est intéressant en ce qu'il offre, en plus de la jouissance des locaux, des prestations complémentaires. Des prestations qui devront être clairement identifiées et listées dans le contrat. L'inconvénient de cette convention, c'est qu'elle ne peut pas avoir pour seul objet la jouissance des locaux. Et cette jouissance ne peut pas être stable et permanente. À défaut, l'exploitant, le créateur du pop-up store, pourrait bénéficier d'une clientèle et d'une autonomie de gestion. Or, la clientèle, c'est l'élément fondamental d'un fonds de commerce. Et dès qu'on parle de fonds de commerce, on bascule dans le système du bail commercial. Donc le danger, c'est la requalification au bail commercial. Alors, vous venez de nous détailler les différentes options contractuelles pour une boutique éphémère. En définitive, comment choisir la solution contractuelle la plus adaptée? Bien, il s'agit de tenir compte des besoins et des impératifs particulier du créateur du pop-up store. Et la stratégie ne sera pas la même en fonction du profil de ce créateur. Le jeune entrepreneur qui veut quitter le numérique pour basculer sur le commerce physique aura besoin d'un commerce de courte durée pour un budget limité. Au contraire, la grande multinationale, lorsqu'elle utilise le concept de pop-up store, c'est comme un canal de communication pour une opération ponctuelle de marketing. Et donc, il conviendra de tenir compte de ces stratégies. Deux éléments néanmoins qui sont communs, quel que soit le profil. Tout d'abord, le lieu dans lequel l'emplacement va être effectué et la période. Deux exemples concernant le lieu.
Si le créateur veut créer son emplacement sur le domaine public, il conviendra d'obtenir une autorisation de la collectivité locale et cette autorisation sera précaire et encadrée donc dans le temps. Si l'opérateur veut développer son opération sur un commerce qui est déjà existant, et ça peut arriver. Nous avons récemment accompagné un client qui a souhaité, pendant la Fashion Week, bénéficier d'un concept de pop-up store. Eh bien, le contrat de sous-location pourrait être adapté. Et je vous disais aussi qu'il convient de tenir compte du timing, de la saison à laquelle le pop-up store serait créé, en période de fête, pendant le Black Friday, ou encore pendant les festivals qui auront lieu cet été. Eh bien, dans une telle hypothèse, le contrat de sous-location saisonnière pourrait être un contrat adapté. Il est défini par les dispositions du Code civil. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci Arnaud. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À bientôt sur 4Change.